얹고 있죠. Le président. Veuillez vous rasseoir. Reprise de l'audience. Maître Angoudom, vous vous demandez la parole? Maître Angoudom. Une fois de plus, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges et tous ceux et celles ici présents. J'ai une observation à faire sur la santé de mon client, M. Yangsari. Notre gestionnaire de dossier est à la cellule de détention temporaire et fait le suivi de la situation. Mon client, M. Yangsari, est endormi depuis 10h10. Nous avons demandé l'avis du médecin. Nous avons demandé si le client, Yangsari, peut participer à l'audience. Mais le médecin n'est pas en mesure de présenter une recommandation car il n'est pas expert en la matière. Expert en santé mentale. La défense de Yangsari demande que le médecin fournisse des renseignements supplémentaires ou que l'audience soit suspendue jusqu'à ce que notre client puisse suivre l'audience. Merci, Monsieur le Président.
Le président. Je vais maintenant laisser la parole à la juge Cartwright, qui s'exprimera en réponse aux observations du Conseil cambodgien de Ieng Sary. Madame la juge, vous avez la parole. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président, et merci pour vos observations, Maître Angoudon. Comme vous l'avez vu, la Chambre a délibéré et répète la position suivante. Le point de départ pour toute évaluation de la capacité de Ieng Sary à participer au procès est le rapport de l'expert. Il est intéressant de constater que vous souleviez la question du sommeil de Ieng Sary. Il y a une solution toute simple. Votre gestionnaire de dossier pourrait simplement le réveiller. Ça n'a rien à voir avec la santé mentale, comme l'expert l'a clairement exprimé. Ieng Sary n'a lui-même jamais prétendu avoir des difficultés relatives à sa santé mentale. De plus, sa soupir peut indiquer que Ieng Sary n'a pas d'intérêt particulier pour la déposition de cette partie civile. La Chambre est tout à fait confiante que le médecin des CETC fera rapport à la Chambre s'il remarque une fatigue inhabituelle ou extrême chez Ieng Sary. Monsieur le Président, j'espère que cela résume bien nos délibérations. Le Président, je vous remercie, Madame Cartwright. Maître, je vous en prie. Madame, je vous remercie, Juge Cartwright. Je ne sais pas si M. Ieng Sary s'endort parce qu'il en a envie ou s'il s'endort parce qu'il est dans un état de fatigue trop avancé pour pouvoir suivre la procédure. Le Président, la Chambre a déjà tranché cette question. Et nous avons dit que nous nous fondons sur le rapport médical et l'avis de l'expert pour arriver à notre détermination. Il n'est pas possible de fonder notre décision sur une observation visuelle faite par une personne qui n'appartient pas à la profession. C'est la première fois que nous statuons ce n'est pas la première fois que nous statuons de la sorte. Nous avons déjà statué dans le même sens quant à la situation de Mme Ieng Sary. Conseil pour la défense, merci, Monsieur le Président. Afin de préciser cette question, j'aimerais demander à la Chambre de procéder à une évaluation urgente effectuée par un médecin de mon client. Quand je me suis rendu au sous-sol, j'ai vu mon client qui s'endormait. Nous continuons donc les débats pendant qu'il dort. Je suis d'avis, dans ces conditions, que nous devrions obtenir une évaluation médicale effectuée par le médecin traitant, car s'il continue à s'endormir, il ne va pas pouvoir suivre les débats et nous serons donc confrontés à un vice de procédure. Le Président, je constate que le Conseil de la défense de Nunchea s'est levé. La Chambre a déjà statué sur cette question, à moins que vous ayez un point nouveau à soulever devant cette Chambre. Vous ne pouvez pas continuer. Le Conseil pour la défense de Nunchea. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.
Un point de précision, vu que notre client s'endort souvent. Je voudrais savoir si l'observation qui vient d'être faite par le juge Cartwright quant au fait que M. Yangsari s'endort peut-être parce qu'il perd tout intérêt pour les débats. S'agit-il là d'un avis d'expert ou d'un avis de néophyte? Je me demande pourquoi elle a éprouvé le besoin de faire ce commentaire. Si quelqu'un dort, c'est un fait, la personne dort. Je ne vois pas pourquoi on devrait essayer de spécifier que cette personne s'endort pour des raisons de manque d'intérêt. C'est un commentaire qui est tout à fait inapproprié, qui ne devait pas être fait dans la mesure où il est le commentaire d'un néophyte. Il faut un avis médical. Le président, tous les conseils pour la défense ont tous des assistants. Et si l'un de vos clients devait s'assoupir, vous devez donner des instructions à vos assistants pour qu'ils les réveillent afin qu'ils puissent suivre les débats. Nous donnons à présent la parole à nouveau aux co-avocats principaux pour poser des questions aux parties civiles. Nous avons en fait utilisé une partie de votre temps, mais nous vous donnerons une rallonge de temps si c'est nécessaire. Le Président, veuillez vous asseoir. Je ne vous donne pas la parole sur cette question. Vous ne pouvez plus vous exprimer sur cette question à nouveau. Si votre client devait s'endormir, dites à votre assistant de le réveiller. Et cette question est maintenant terminée. Could I put that on the record, please? J'aimerais qu'il soit acté. Si vous nous donnez instruction de réveiller nos... J'aimerais le Président. Nous avons statué sur cette question. Veuillez vous y conformer. Je n'ai jamais eu d'avis médical provenant d'un médecin en ce qui concerne le fait qu'une personne s'assoupisse. Conseil pour les parties civiles, veuillez reprendre vos questions. Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer donc à poser des questions à Madame la partie civile avant la pause. Vous avez indiqué que votre beau-père vous avait dit qu'il avait la possibilité de vous dissimuler et que c'est pourquoi qu'il n'avait plus la possibilité de vous dissimuler et que donc vous avez décidé de vous présenter aux autorités à ce moment-là. Que s'est-il passé à partir de là? Où vous ont-ils emmené? Réponse. Après que je me sois présenté au Khmer Rouge, l'encart des Khmer Rouges a rassemblé toutes les personnes du 15 au 17 avril au village de Prekolam et nous a ordonné d'aller vivre au sommet de la montagne de Snyok. Ils nous ont escortés jusqu'au contrefort de la montagne et nous ont ordonné de nous rendre au sommet de la montagne pour y vivre. Il n'y avait pas d'abri, pas de nourriture, pas d'eau, pas de médicaments dans cette montagne et nous avons dû essayer de survivre par nos propres moyens. Et donc, les 50 personnes du 17 avril, lorsqu'elles sont arrivées au sommet de la montagne de Sia, ont débroussaillé la forêt et construit des abris. Les soldats Khmer Rouges ne nous ont donné aucune instruction. Ils nous ont simplement abandonnés au sommet de la montagne sans aucune aide en matière de nourriture. En ce qui concerne notre séjour, eh bien, nous avons essayé individuellement de survivre au sommet de la montagne. Il n'y avait pas d'eau, mais au sommet de la montagne, il y avait beaucoup de rosée le matin. Nous avons donc utilisé nos vêtements, nos écharpes que nous avons étalées pour récolter la rosée que nous collections
une fois à minuit, une fois le matin. En guise d'aliment, nous avons mangé des feuilles que nous avons cueillies sur les arbres. Nous avons aussi chassé le sanglier, les petits, que nous étions en mesure de chasser. Pour les gros sangliers, parfois ils nous attaquaient eux-mêmes et donc certains d'entre nous sont morts. Malgré tout, plusieurs d'entre nous ont survécu. Nous avons pu redescendre le long de la montagne et d'autres personnes qui avaient des membres de leur famille vivant dans les villages de base ont pu s'approvisionner en riz. Et comme mon beau-père vivait au village, il a également pu nous apporter du riz. Pendant la période au cours de laquelle nous avons vécu au sommet de la montagne, pendant 2 mois, tout le monde s'est retrouvé émacié. Puis l'ANCAR a annoncé que vu que les camarades avaient effectivement s'étaient critiqués, ils pouvaient redescendre de la montagne et aller travailler, rejoindre les autres. Nous sommes donc redescendus de la montagne. Certains d'entre nous étaient malades parce que les gens étaient malades et mouraient. Nous avions dû vivre dans un environnement extrêmement insalubre et sans nourriture. Lorsque nous sommes redescendus de la montagne, nous étions comme un peuple de la forêt avec les cheveux longs. Question, que vous ont-ils dit avant de vous envoyer au sommet de la montagne pour y vivre? Réponse, avant de nous envoyer au sommet de la montagne pour y vivre, l'ANCAR nous a dit que nous devions être forgés et trempés suivant les instructions de l'ANCAR. Merci. Question. Pourquoi est-ce que seules les personnes du 17 avril ont été sélectionnées? Est-ce qu'on avait fait une distinction entre les peuples de base et le peuple nouveau? Réponse. À l'époque, le peuple nouveau était pratiquement considéré comme des traîtres, des capitalistes ou des féodaux. Et nous étions rejetés par eux. Nous étions accusés d'être des féodaux et d'avoir penché en faveur de l'ONU ou de la CIA. Mais en fait, nous étions des gens ordinaires. Mais ils nous ont envoyés pour nous rafraîchir et être trempés ou forgés. Question. Lorsque vous vous êtes rendu au sommet de la montagne, vous êtes parti à 50. Après quelques mois d'existence là-bas, combien d'entre vous avaient survécu jusqu'au moment où vous êtes revenu en bas? Réponse. Seuls 20 d'entre nous ont survécu. Les 30 autres sont morts, attaqués par des sangliers, morts de faim, manque d'eau et de maladies, faute de soins médicaux. Question. Quel était l'état des 20 personnes qui sont redescendues? Réponse. Les 20 survivants étaient émaciés. Nos cheveux étaient longs et ébouriffés. Il n'y avait pas d'eau, nous ne pouvions pas nous laver. Nous arrivions tout juste à trouver assez d'eau pour boire et nous n'avions rien à manger. Nous ne pouvions nous nourrir que de feuilles arrachées aux arbres sauvages. Question. Après être redescendu de la montagne, est-ce que les personnes qui géraient au sol vous envoyaient ailleurs? Les 20 d'entre nous qui sont redescendus en bas de la montagne
ont pu voir d'autres personnes du 17 avril qui étaient en bas de la montagne. On nous a dit de monter dans un camion qui nous emmènerait pour travailler ailleurs à Phnom Penh. Question. Sur la base de ce que vous avez constaté, combien de personnes en tout ont reçu l'ordre de monter à bord du camion? Réponse. Il y avait 2 camions qui nous ont transportés de la base de la montagne vers Phnom Penh. Il y avait un camion militaire et puis un camion plus petit. Nous étions en tout 60. Question. Avant de vous embarquer dans le camion, que vous a-t-on dit? Est-ce qu'ils vous ont indiqué un lieu spécifique où vous alliez vous rendre à Phnom Penh? Réponse. Ils nous ont uniquement dit de nous embarquer dans le camion pour aller travailler ailleurs. Question. À votre arrivée à Phnom Penh, où vous a-t-on emmené? Réponse. Lors de notre arrivée à Phnom Penh, si j'ai bon souvenir, on nous a débarqués à la gare de Phnom Penh, où nous sommes restés 2 nuits à la gare. Après quoi, j'ai vu la locomotive arriver et entrer en gare avec des personnes dans les wagons. Je ne sais pas d'où ces personnes venaient et on nous a ordonné de monter à bord du train pour nous rendre dans la province de Kampong Chnang. Lorsque nous étions à bord du train, qui était composé de wagons de marchandises vides, nous avons dû monter à bord des wagons. Nous étions entassés dans tous les wagons et ils ont utilisé des planches pour bloquer les portes de chaque wagon. Et dans chaque wagon, ou en tout cas dans mon wagon, il y avait 3 soldats Khmer rouges, chacun d'entre eux étant armés. Question. Avez-vous pu observer ou constater que les personnes qui étaient dans le train étaient toutes des personnes du 17 avril et combien y avait-il de wagons en tout? Réponse. Il y avait 4 wagons pleins, d'après ce que j'ai pu constater. Mais je ne pouvais pas voir plus loin parce que nous n'avions pas le droit de déambuler sur le quai. Mais les 4 wagons que je pouvais voir étaient totalement remplis de personnes. Et aucune personne du peuple de base ne s'est embarquée dans le train. C'était des gens du 17 avril, les uns venant de Phnom Penh, les autres venant d'autres villes de province. Question. Lorsque tout le monde est monté à bord du train, où le train s'est-il rendu? Quelle a été votre destination ultime? Réponse. Lorsque nous avons été entassés dans les wagons, le train s'est rendu dans la direction de la province de Kampong Chnang et nous sommes descendus du train dans la province de Kampong Chnang. Nous sommes restés à Kampong Chnang pendant une brève période et puis des véhicules de la province de Pursat se sont rendus à Kampong Chnang et
Ils ont communiqué avec les miliciens de Kampong Chnang et leur ont indiqué qu'ils avaient besoin de forces de travail dans la province de Pursat pour creuser des canaux, élever des barrages et des digues, et qu'ils avaient donc besoin de la force de travail qui était à Kampong Chnang. Donc, mon groupe, moi y compris, nous avons été obligés par les gens de Kampong Chnang d'aller travailler à Pursat. Et pour ce faire, nous sommes montés à bord d'un véhicule. Question. Lorsque vous étiez dans le train, est-ce que l'on vous a donné de la nourriture ou des vêtements? Réponse. Pendant le trajet en train, nous n'avons rien reçu, ni nourriture, ni vêtements. Nous n'avions que les écorces de riz séchées qui nous avaient été données par les membres de notre famille lors de notre départ, et c'est ce que nous avons consommé. Question. Pendant votre trajet en train, avez-vous observé que certaines personnes sont décédées et ou que d'autres ont essayé de s'enfuir? Réponse. Personne ne pouvait s'enfuir parce que les issues du wagon étaient gardées et condamnées par des planches ou des piquets. Certaines personnes sont mortes dans le wagon parce qu'elles sont mortes d'épuisement, et puis nous étions entassés en trop grand nombre dans le wagon. Mais malgré leur décès, le train ne s'est pas arrêté pour qu'on les sorte du wagon pour les placer à l'extérieur. Lorsque quelqu'un mourait dans le wagon, les soldats poussaient le cadavre hors du wagon parce que pour eux c'était comme un déchet. Question. Vous nous avez dit que vous êtes arrivé dans la province de Kampong Chnang. Dans quelle gare est-ce que le train s'est arrêté? Réponse. À Kampong Chnang, nous nous sommes arrêtés à la gare de Krom Nok. Question. Combien de temps êtes-vous resté dans la province de Kampong Chnang avant de vous diriger vers Pursat? Réponse. Nous sommes restés peu de temps dans la province de Kampong Chnang. Question. Les personnes qui sont descendues du train à Kampong Chnang, qu'est-ce qu'on leur a ordonné de faire? Réponse. À Kampong Chnang, on nous a dit de travailler dans les rizières, de repiquer les pousses, de construire des digues, d'arracher les pousses. Question. Lorsque vous étiez dans le wagon, est-ce que ce wagon était totalement rempli? Est-ce qu'il n'y avait nulle part où vous asseoir? Pouvez-vous préciser cela? Réponse. Dans le wagon, il s'agissait de wagons vides destinés au transport des animaux ou des chèvres. En tout cas, ce n'était pas un train de voyage, ce n'était pas des voitures destinées aux voyageurs. On nous a fait monter dans le wagon jusqu'à ce qu'il soit totalement rempli. Et une fois ce wagon rempli, ils ont condamné les portes à l'aide de planches. Question. Pendant le trajet, est-ce que le train s'est arrêté quelque part? Qu'est-ce qui se passait lorsque quelqu'un avait besoin de faire ses besoins? Réponse.
Pendant notre trajet en train, si quelqu'un devait faire ses besoins, il fallait prévenir le milicien qui était dans le wagon. Personne ne pouvait faire ses besoins dans le wagon. Et si quelqu'un le faisait, cette personne était abattue sur place. Il ne nous considérait pas comme étant des personnes propres. En fait, il pensait que nous étions un groupe de personnes repoussants dont émanaient des mauvaises odeurs. Il ne voulait pas que ces odeurs s'aggravent. Si une personne devait satisfaire ses besoins naturels, cette personne devait s'adresser aux miliciens. Le train ne s'arrêtait pas immédiatement. Mais au bout d'un certain temps, le train s'arrêtait et la personne devait descendre du train sous escorte du milicien et après, cette personne regagnait le wagon. Question. Vous venez de nous dire que vous êtes resté brièvement à Kampong Chnang et puis qu'un véhicule est venu vous chercher pour vous transporter vers un lieu de travail à Pursat. De quel type de véhicule s'agissait-il et combien de personnes ont voyagé avec vous jusqu'à Pursat? Ou bien est-ce que toutes les personnes qui sont descendues à Punchnang se sont rendues ensuite à Pursat? Réponse. Toutes les personnes qui sont descendues du train à Kampong Chnang ne sont pas rendues à Pursat. Certaines sont restées à Kampong Chnang, d'autres se sont embarquées dans les véhicules à destination de Pursat. Le jour où je suis parti pour Pursat, c'était la première fois. Et donc, 3 véhicules en tout se sont présentés. D'après ce que j'ai pu constater, il y avait au moins 2000 personnes qui devaient voyager vers Pursat. Le premier jour, il y a eu 3 véhicules qui sont venus. J'ai fait partie du premier groupe et il reste encore du monde derrière. Lorsqu'ils nous ont déposés à Pursat, ils ont fait demi-tour pour aller rechercher d'autres personnes à Punchnang. Je ne sais pas combien de navettes ils ont effectuées. Question, lorsque vous êtes arrivé à Pursat, dans quel village vous a-t-on envoyé et quelles sont les tâches qui vous ont été assignées? Réponse. À mon arrivée à Pursat, tout le monde a été séparé. Mon mari a travaillé dans une unité alors que moi j'étais assigné dans le village de Stung coopérative de Lung. Et là, j'étais dans l'unité de repiquage. Et mon mari était dans une unité de labourage. Pendant la saison des pluies, on m'a fait repiquer des pousses et ils m'ont dit, ou ils nous ont dit, que nous devions augmenter la production jusqu'à atteindre 4 à 5 tonnes par hectare. 10 d'entre nous effectuent le repiquage. Et il y avait 2 personnes de chaque côté de la digue qui tenaient une corde. Et lorsqu'un milicien sifflait, la corde était levée, il fallait rapidement repiquer les pousses en ligne. Et si quelqu'un qui faisait le repiquage n'arrivait pas à se relever à temps quand la corde était retirée, donc c'était une corde en nylon ou peut-être en filin métallique, si on ne pouvait pas se relever à temps, eh bien, la corde nous frappait dans les yeux. Un jour, une des personnes qui faisait du repiquage à côté de moi a été heurtée par la corde et a été touchée aux yeux. Elle est tombée au sol, ce qui a endommagé les pousses qui avaient été repiquées. À ce moment-là, les Khmers rouges qui nous surveillaient sont venus dans la rizière et ont battu cette personne, la blâmant pour avoir
détruit les pousses. Ils nous ont menacés, disant qu'il fallait qu'on travaille plus dur et que ce qui s'était passé était un exemple pour nous. Nous étions terrifiés. Mais nous étions tellement fatigués que nous avons essayé de repiquer les pouces tout en écoutant les coups de sifflet. Question. Pouvez-vous décrire à la Chambre en quoi consistait la ration alimentaire? Est-ce que tout le monde était séparé ou est-ce que les membres d'une même famille pouvaient rester ensemble? Réponse. Pour SAT, je n'ai séjourné qu'avec mon mari. Mes parents et les autres membres de la famille ont dû être transportés vers d'autres sites. En ce qui concerne la ration alimentaire, tout ce qu'on nous donnait, c'était une boîte de riz pour 30 personnes. Il peut leur importer que nous ayons assez à manger ou pas. On nous a fait manger ce gruau de riz très léger. Dans la soupe, il n'y avait rien que du bananier qui était utilisé comme légumes et puis des feuilles diverses et nous devions en tirer notre parti. Nous n'avons jamais dit que nous n'avions pas mangé à la société. À chaque fois qu'ils nous ont demandé comment était la nourriture, on a dit que c'était bon et délicieux et puis on est allé travailler. Et donc on avait une boîte de riz pour 30 personnes. Question. Quand les gens tombaient malades pendant les périodes de travail, avaient-ils le droit de se reposer, d'obtenir des soins et recevaient-ils de la nourriture supplémentaire? Réponse. Si l'on tombait malade, ça m'est d'ailleurs arrivé, j'avais des ampoules sur mes jambes partout. Je n'arrivais pas à marcher. J'ai dit au cuisinier que je ne pouvais pas aller travailler. J'ai demandé à être excusé. Et si je pouvais rester à cet endroit, puis le chef de l'unité est allé voir le cuisinier, a dit « Toute personne qui est malade n'a pas le droit de manger ». Donc, ceux qui tombaient malades étaient privés de nourriture. Car être malade signifiait être incapable de travailler. Et la conséquence était pas de nourriture. Et si l'on marchait pour aller chercher la nourriture alors que nous étions malades, on nous accusait de faire semblant d'être malade. Car si l'on pouvait marcher pour aller chercher de la nourriture, on pouvait marcher au lieu de travail. Et ceux qui étaient malades et qui ont été envoyés à l'hôpital ont été ensuite ramenés au travail car ne pouvaient être traités, ils ont été écrasés. Question, vous dites écrasés. Que voulez-vous dire par ce mot? Le président, Madame la partie civile. La partie civile a dit quelque chose, mais le micro était éteint et nous ne l'avons pas entendu. Peut-elle répéter? La partie civile. Écraser, éliminer, cela veut dire tuer. C'est très clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et le terme forger, dans ce sens, quand les gens étaient forgés, certains étaient tués finalement, car ils étaient envoyés dans un centre où ils étaient forgés ou rééduqués et torturés. Et s'ils pouvaient changer leur mentalité, ils pouvaient être remis en liberté, mais sinon ils disparaissaient. Maître Chudwanli. Y avait-il une différence entre les portions de nourriture que recevait le peuple de base et le peuple nouveau? Réponse.
Là où j'étais, il y avait des gens du peuple de base et des nouveaux. Le peuple ancien recevait du riz, vapeur. Le peuple nouveau n'avait droit à manger que du gruau. Une fois, j'avais tellement faim que je voulais manger du riz vapeur. J'y suis allé à quatre pattes et j'ai volé du riz vapeur. Une chance que que je n'ai pas été découverte, car sinon on m'aurait tué. Le président. La partie civile et l'accusation ont reçu un certain nombre de temps pour procéder à l'interrogatoire de cette partie civile et il faudrait passer l'interrogatoire. Les questions plutôt devraient porter sur les premières phases et la seconde des transferts forcés et donc nous demandons à la Conseil de la partie civile de ne pas s'attarder sur des questions autres. Donc veuillez, je vous prie, vous assurer de bien répartir votre temps avec l'accusation. Maître Pikang. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, nous avons en effet déjà discuté de cela avec l'accusation et le bureau des coprocureurs n'a dit avoir besoin que de 10 à 15 minutes pour son interrogatoire. Le Président. Merci. Allez-y. Maître Chudvanlin. Madame. Pouvez-vous décrire à la Chambre ce que vous avez vu et entendu alors que vous habitiez à Pursat? Réponse. À Pursat, j'ai été maltraité par la milice Khmer Rouge. On m'a torturé en me forçant à porter quelque chose 200 fois parce que j'ai volé du riz. On m'a aussi forcé à décortiquer du riz, mais je ne pouvais le supporter. Je me suis évanoui car j'étais très fatigué. Et je me suis réveillé parce qu'on m'a jeté de l'eau à la figure. Par la suite, ils m'ont emmené pour m'exécuter à Tultmoor, mais j'ai croisé un homme qui a demandé à la milice où il m'emmenait. Les miliciens ont dit que j'avais trahi l'encart et que je devais être exécuté. Et le vieil homme, qui lui travaillait pour le bureau de commerce de cet endroit, a dit que on pouvait me laisser là quelque temps avant d'être exécuté. Et par la suite, il est venu avec un autre, le vieil homme est revenu avec d'autres miliciens et a dit que cette question avait été réglée et que l'on devait me laisser avec lui. Heureusement, j'ai été sauvé. Puis, les gens de l'Est, surtout ceux qui portaient les kramas bleus, ont été ligotés et marchés en file indienne jusqu'au barrage. Et le cuisinier m'a dit que ces femmes qui avaient été attachées étaient les épouses de ceux qui avaient déjà été exécutés. Et donc ces femmes ont, elles aussi, été emmenées à être exécutées. Le cuisinier m'a dit que je devais me dissocier de ce groupe. Sinon, je pouvais être mis en cause et tué. Une autre fois aussi, une jeune personne qui cherchait sa mère à la cuisine a été emmenée pour être exécutée. Pour les personnes Som et Ni, je ne sais pas ce qu'elles ont fait de mal,
Mais alors que je ramassais quelques feuilles, j'ai vu un milicien. Leur ouvrir le ventre du camarade Sam. Et une femme a été violée aussi et tuée. J'ai trouvé ça très difficile. Des membres de ma famille travaillaient dans le groupe spécial et le chef de la coopérative a mis tout le monde dans un site de travail et leur ont tiré dessus. Plusieurs personnes sont mortes. Beaucoup de personnes sont mortes. Parmi le peuple nouveau, il y en a un grand nombre qui n'a pas pu survivre. Certains ont pu s'évader, d'autres ont été blessés. J'ai vu quelqu'un d'autre qui avait travaillé à plusieurs endroits où j'avais été, donc je dirais que cette personne du nom de Poon occupait un rang élevé au sein des Khmers rouges. Question. Et à part Poon, qui, selon vous, était un haut placé, avez-vous connu d'autres hauts dirigeants? Réponse. J'ai entendu parler de Tamok, de Yangsari, de Kyosampan et de Nuonchia, mais je ne les ai jamais rencontrés. J'ai entendu parler d'eux. J'ai entendu dire que le chef de la milice ou de la coopérative, non plutôt, le chef de la coopérative et des miliciens disait là où allait Mok. Question. Qui était responsable du site de travail à Porsat? Était-ce le chef de la coopérative ou était-ce le secrétaire de zone ou du secteur? Réponse. C'était ceux qui étaient responsables du site de travail de Wat Loon. Il y avait Ta Sein, Ye Ka, Ye Yan, Ta Min et Ta Pun. J'ai rarement vu Ta Pun, mais les autres personnes dont je viens de parler, on les a vues souvent. Question. Pouvez-vous expliquer comment traiter les gens, votre site de travail, Tapun? Comment Tapun traitait-il les femmes, le président? Maître, pouvez-vous être plus précise? Quelle est la période à laquelle vous faites référence? Nous avons déjà tenté de vous rappeler la suite des événements et surtout les faits pertinents pour les audiences d'aujourd'hui. Nous sommes saisis des faits relatifs aux premières et secondes phases des transferts forcés et la période de tout de suite après. Nous ne voulons pas que vous vous attardiez à des faits qui ne cadrent pas avec la phase d'évacuation. Ces questions ne sont pas très utiles pour la Chambre et susciteront peut-être une opposition de la part des autres partis. Maître Chudvanli, merci Monsieur le Président de me rappeler cela et je n'ai plus d'autres questions pour la partie civile. Le Président, la parole est au procureur. Le procureur, Madame Peck, je n'ai que quelques questions à vous poser. J'aimerais d'abord reprendre la dernière observation qu'a formulée le Président.
c'est-à-dire la suite des événements. Que s'est-il produit? À quelle date se sont produits les événements dont vous parlez? Dans votre déposition, vous avez évoqué l'évacuation de Phnom Penh en avril 1975. Et je vous demanderai, je vous prie, de nous parler de l'époque où vous étiez dans un village que vous décrivez dans votre procès verbal comme étant Prey-Trop. Pourrais-je d'abord vérifier, le village est-il Prey-Trop ou est-ce Crook-Trop? Réponse. Quand je suis allé dans ce village, les gens du village l'appelaient Prey-Trop. Donc je répète ce qu'ils ont dit. Non, je ne sais pas si le village a un nouveau nom. Question. Ai-je bien compris donc que vous étiez au village de Prey-Trop plus tard en 75, autrement dit, après avril 75? Réponse. Oui. Oui. J'ai habité à Prey-Trop après le 17 avril 75. Question. Plus loin dans votre déposition, vous parlez de la période où vous étiez à la montagne de Snook dans la province de Kampong Speu. Était-ce à la fin de l'année 75 ou au début de l'année 76? Réponse. Oui, au village de Snook, j'y étais à la fin 75, début 76. Question. Bon, si vous ne pouvez pas répondre à ma question, ne vous en souciez pas, mais vous êtes né en octobre. Donc, vous souvenez-vous où vous étiez pour votre anniversaire en octobre 75? Réponse. Je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Mais je suis né le 24 octobre 1952. Je suis né au village de Svaipao, dans la commune de Svaipao, dans le district de Sangkai, dans la province de Battambang. Question, je vais passer à autre chose. Dans votre déposition, quand vous décrivez la période où vous étiez à Kampong Chhnang, et vous dites que vous y étiez en 76. Réponse. C'est exact. Question. Et ensuite, votre transfert de Kampong Chhnang à Pursat était en 77. C'est bien ce que vous avez dit? Réponse. Non, je ne me souviens pas précisément de l'année. Question. Vous avez dit que quand vous étiez à Kampong Chhnang, c'était pendant un an environ. N'est-ce pas? Réponse. Oui.
Question. Donc, si vous êtes arrivé à Kampong Chnang en 1976 et que vous y êtes resté un an, quand avez-vous été transféré à Pursat si c'était un an après 1976? Réponse. Je suis allé à Pursat après Kampong Chnang. Le procureur, j'aimerais maintenant vous poser des questions à propos de votre père et de votre mari. Vous avez dit à la Chambre que votre mari était un médecin militaire, ou un soignant militaire pour Lon Nol, et que votre père était un espion à la solde de Lon Nol. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Question. J'aimerais vous poser une question pour plus de précision. Quand vous étiez au poste de contrôle, 3 jours après l'évacuation de Phnom Penh, quand on a demandé aux gens de s'inscrire auprès des milices Khmer Rouges pour indiquer s'ils étaient des soldats de Lon Nol, d'anciens fonctionnaires, des enseignants ou des médecins. Pouvez-vous nous dire environ? Combien de personnes se sont déclarées au Khmer Rouge comme faisant partie de cette catégorie? Réponse. Je ne sais pas. Question. À ce même moment, que disait ou pensait votre père compte tenu du fait qu'il était un espion de Lon Nol? Réponse. Au poste de contrôle de pré-trop, quand les gens ont inscrit, enfin quand les Khmer Rouges demandaient ce que les gens s'inscrivent, mon père ne l'a pas fait. Non, mon père ne l'a pas fait parce qu'il était malade. Et moi non plus, je ne me suis pas inscrite car je n'avais pas de poste officiel à l'époque. Question. Oui, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre. J'ai entendu votre déposition comme suit. Que quelques jours après l'évacuation de Phnom Penh, quelques kilomètres après Chamkar Dam, et que c'était à cet endroit-là que l'on a demandé aux gens de s'inscrire. Est-ce exact? Ou est-ce inexact? Réponse. Non, c'est inexact. Ce n'est pas à Chamkardam que l'on a demandé aux gens de s'inscrire. C'était 1 kilomètre plus loin. C'est là qu'on a demandé aux gens de s'inscrire et d'expliquer ce qu'ils faisaient avant d'entrer au travail à Phnom Penh. Question. Est-ce que cela a été demandé aux gens une seule fois ou 2 fois? À 2 moments différents. Réponse. Bon, je ne sais pas si on a fait la demande une 2e fois. Mais j'ai entendu que c'était le cas. Question. Donc, à cette occasion dont vous vous souvenez, vous dites que votre père n'a pas participé à la réunion
où l'on avait convoqué les 17 avril. Pourquoi votre père n'y est-il pas allé? Réponse. Quand on a convoqué les 17 avril à une réunion et mon père n'y est pas allé, en fait, c'est parce qu'il avait un poste radio et il écoutait la radio bien souvent. Donc, il connaissait la situation du pays. Et aussi ne se sentait pas bien. Et donc, n'a pas pu participer à la réunion. Question. Votre mari était-il avec vous et votre père à ce moment-là? Réponse. Pendant cette réunion, mon mari, se reprend l'interprète, mon mari n'y est pas allé. En tant que femme d'affaires, moi j'y suis allé. J'étais là toute seule. Mais nous n'avions pas besoin de participer à la réunion pour entendre ce qui était dit, car cela avait été mis sur les haut-parleurs. Question. Lorsqu'il est devenu évident que les Khmers rouges voulaient ramener des gens à Phnom Penh, votre mari et votre père étaient-ils intéressés à indiquer aux Khmers rouges que l'un était un médecin militaire et l'autre était un espion de Lon Nol? Réponse. Après que la liste avait été faite et que ces gens étaient ramenés à Phnom Penh, mon père et mon mari n'ont pas parlé de leurs antécédents aux soldats Khmers rouges. Ils ont caché leur identité. Question. Mais pourquoi? Réponse. Tout d'abord, nous ne voulions pas être séparés. Nous avons appris que seuls ceux qui étaient inscrits sur la liste rentraient à Phnom Penh. Leurs épouses et leurs enfants n'auraient pas le droit de venir avec eux. Et comme je vous l'ai dit, mon père était bien informé de la situation dans le pays grâce à son poste de radio. Et il connaissait le risque. Question. Le risque de quoi? Réponse. Le risque de ce que nous avions observé en quittant Phnom Penh. Nous avons vu des soldats Khmers rouges vêtus de noir qui maltraitaient les gens dès le début. Les gens ont été battus, on leur a tiré dessus. Et ils n'avaient aucune patience, étaient complètement intolérants envers les évacués. Les gens malades étaient laissés derrière. Et ceux qui sont morts ont été laissés là où ils étaient. En marchant, nous savions que nous ne pourrions rentrer à Phnom Penh après 3 jours, que c'était un mensonge. Et nous marchions sans but vers une direction inconnue. Nous savions, dès le début, que les soldats Khmers rouges ne respectaient pas leurs promesses. Question. De quoi avaient peur votre époux et votre père?
Réponse. Je vais le dire simplement. C'était des politiciens. C'était des gens qui étaient intéressés par la politique. Ils savaient que Lon Nol avait pris la fuite et que les petites gens comme eux ne connaîtraient jamais la paix, même s'ils étaient prêts à rentrer à Phnom Penh. Et mon mari était un médecin militaire. Il n'avait pas un rang élevé. Il s'occupait de la pharmacie. Et surtout, à l'époque, nous essayions de rejoindre le village natal de mon beau-père, car à l'époque, nous étions convaincus que la situation s'améliorerait. Ou plutôt, que la situation serait meilleure à cet endroit. Et nous étions déterminés à ne pas être séparés. Question. Votre oncle et votre cousin qui ont dit aux soldats Khmer Rouges qu'ils étaient eux-mêmes des soldats et qui ont été emmenés. Les avez-vous revus? Réponse. Je les ai vus se mettre en route une fois embarqués dans le camion. Lorsque notre voiture Lambretta est tombée en panne d'essence, on les a vus dans le camion et nous leur avons même parlé. Ils nous ont dit qu'ils se rendraient d'abord à Phnom Penh, qu'ils y arriveraient en premier et qu'on les rejoindrait plus tard. C'est ce qu'ils nous ont dit. Est-ce que l'oncle et les cousins étaient toujours en vie en 1979? Réponse. Après 1979, mon oncle, mon cousin et d'autres membres de ma famille sont restés introuvables. Ils ont tous été tués et à l'exception de quelques membres de ma famille que nous avons retrouvés à Phnom Penh, on m'a dit que le reste de la famille était mort. L'homme sur la charrette qui vous a dit que les gens n'étaient pas envoyés à Phnom Penh, les gens qui s'étaient inscrits, et qui vous a dit que toutes ces personnes avaient été tuées. Vous a-t-il dit où ces personnes avaient été tuées ou de quelle manière ces personnes avaient été tuées? Réponse. Cet homme de la charrette ne nous a dit ni comment ni où ces personnes avaient été tuées. Il nous a simplement dit de ne pas les suivre parce que les personnes qui nous avaient précédés avaient déjà été exécutées. Cet homme était un homme généreux. Et il nous a dit de ne pas prendre la direction qui nous avait été indiquée et de nous échapper. Comment vous êtes arrivé à personne? Vous avez dit que vos parents devaient être transférés vers un autre lieu. Est-ce que vos parents étaient encore vivants en 1979? Réponse. Seule ma mère a survécu après 1979. Mon père est mort pendant la période précédente.
Monsieur le Président, je vois qu'il est 12h05. Je pense n'avoir que 3 à 5 minutes de questions à poser encore. Puis-je demander à la Chambre de me donner la permission de continuer maintenant ou bien de faire une pause déjeuner? Je fais cette observation en tenant compte du fait qu'on a passé, je crois, 40 minutes à discuter de points de droit ce matin. Le Président. Donc, soyons clairs, de combien de temps avez-vous besoin? Réponse, 5 minutes. Le Président. Je vous en prie, allez-y avant la suspension pour le déjeuner. Madame Srepal, vous avez parlé du moment où vous étiez sur le mont Sinai. Vous avez dit dans votre déclaration, lorsque vous avez abordé cette période, que, et je cite, lorsque les personnes ont descendu les pentes pour chercher de la nourriture, les Khmers rouges qui étaient à la base de la montagne les abattaient. Est-ce exact? Est-ce que cette déclaration est exacte? Réponse. Oui, c'est exact. Les Khmers rouges tiraient sur les personnes qui cherchaient de la nourriture dans le village. Cela ne signifie pas que toutes les personnes à la base de la montagne ont été abattues, mais ils tiraient sur celles qui descendaient des pentes de la montagne pour chercher de la nourriture. Et avec quelle fréquence est-ce que les personnes descendaient du sommet pour aller chercher de la nourriture? Réponse. Après quelques jours d'existence là-bas, une fois la nourriture épuisée, nous avons dû descendre à la recherche de nourriture. Nous ne savions pas qu'on allait nous tirer dessus. Mais une fois que nous avons remarqué que plusieurs personnes avaient été tuées, nous avons pris peur et nous ne voulions plus redescendre. Cependant, la faim nous tenaillant en raison du manque de nourriture, certaines personnes ont risqué leur vie pour descendre le long de la montagne et heureusement, quand la milice ne les repérait pas, ils survivaient. Mais ceux qui n'avaient pas de chance se faisaient exécuter. J'aimerais à présent que vous fassiez un effort de concentration pour la question suivante, qui porte sur le moment où vous êtes arrivé dans la province de Pursat, venant de Kampong Chnang, en allant à Pursat. Vous avez mentionné qu'à un moment, on vous a emmené pour vous exécuter. Combien de temps après votre arrivée à Pursat est-ce que cet incident s'est produit? Réponse. Les Khmers rouges ont voulu m'emmener pour m'exécuter pendant la période de moisson. C'était fin 1977. Ma question est peut-être difficile.
Pouvez-vous nous aider en nous disant combien de mois après votre arrivée à Pursat se sont écoulés avant que cette quasi-exécution se déroule? Réponse. Ça n'était pas après quelques mois. On nous a fait repiquer le riz et construire les digues. C'était fin 77 ou début 78. C'est à ce moment-là que s'est produit cet incident, parce qu'on m'a accusé de... Pardonnez-moi, je ne veux pas vous manquer de respect, mais je dois intervenir à ce stade. Madame Pexrey-Pal, je ne peux vous poser des questions que sur les événements qui se sont produits immédiatement après votre arrivée à Pursat. Est-ce que cet incident où vous avez pensé qu'on allait vous emmener pour vous exécuter, est-ce que cet incident s'est produit peu de temps après votre arrivée à Pursat? Réponse. Non. Ça ne s'est pas produit immédiatement après mon arrivée à Pursat. Cela faisait déjà 1 année et demie que je travaillais à Pursat, parce qu'immédiatement, lors de mon arrivée à Pursat, on m'a fait creuser des canaux à Watloon. Les personnes n'étaient pas exécutées. Le problème est que on ne nous nourrissait pas assez et que l'on nous faisait travailler trop dur. En raison de votre réponse, je ne vais plus vous poser de questions à ce sujet. Vous avez indiqué à la Chambre, lors de votre déposition, que sur la question du forgeage ou du remodelage, certaines personnes ont fini par se faire tuer après avoir été envoyées vers des bureaux ou des locaux où elles ont été trempées ou reforgées. Est-ce que cela s'est produit peu de temps après votre arrivée à Pursat? Réponse. Non. Cela s'est produit plus tard. Madame Pexrey-Pal, est-ce que vous pouvez faire preuve de patience à mon égard? Encore une fois, j'essaye de ne pas gaspiller notre temps. Non, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Le Président. Je vous remercie. Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. L'audience est suspendue jusqu'à 13h30. L'huissier de séance aidera Madame la partie civile pendant la suspension de séance et veillera à ce qu'elle soit de retour dans le prétoire lors de la reprise de nos débats. Le conseil de M. Nunchea, vous avez la parole. On vient de m'informer que mon client ne se porte pas bien. Il souffre de maux de tête, manque de concentration et de maux de dos. Il demande donc à être transféré pour l'après-midi dans la cellule de détention temporaire et les documents requis seront soumis au début d'après-midi à cet effet. Merci. Le Président. La Chambre prend note de la demande introduite par M. Nunchea par l'intermédiaire de son conseil demandant la permission de suivre les débats à partir de la cellule de détention temporaire pour le restant de la journée.
et ce en raison de ses problèmes de santé. Cette demande, cette requête est fondée. La Chambre vous accorde cette possibilité et M. Nunchea sera en mesure de suivre les débats à partir de la salle de détention temporaire et par le biais d'une liaison vidéo pour le restant de la journée. M. Nunchea renonce donc à son droit à être présent physiquement dans le prétoire et les défenseurs de M. Nunchea fourniront la requête soumise par M. Nunchea portant sa signature ou son empreinte digitale. Le service technique veillera à ce que la liaison vidéo permette à M. Nunchea de suivre les débats à partir de la cellule de détention temporaire. Le personnel de sécurité va maintenant accompagner M. Nunchea et Kyu Sampang à leur cellule de détention respective et M. Kyu Sampang seul reviendra dans le prétoire lors de la reprise de l'audience. L'audience est levée.